Bienvenue à tous sur la chaîne Une Histoire Algérienne. L'épisode d'aujourd'hui est le 9e épisode de la série. Il va traiter de la fin de l'Afrique romaine et de la conquête musulmane du Maghreb. Comme vous le savez, c'est une période charnière dans l'histoire du pays. Ce qui s'est passé dans cette période a bouleversé la société, à tous les niveaux. La religion, la langue, les rapports sociaux et même l'identité des gens. Ça va donc être un épisode très particulier, et je vous dois quelques explications avant de commencer. L'épisode va durer plus longtemps que les autres. On va revenir en détail sur tous les événements et on va tout remettre dans le contexte. On va parler de ce qui s'est passé en Afrique, mais aussi dans l'Empire romain et dans la péninsule arabique. Pour commencer, on va présenter la situation de l'Afrique romaine au début du 7e siècle. Ensuite, on ira en Arabie et on décrira en détail les débuts de l'islam. Et enfin, on parlera de la conquête musulmane du Maghreb et de la fin de la domination romaine. Il faut savoir que les événements dont on va parler aujourd'hui ont été traités par un très grand nombre d'auteurs. Des auteurs qui viennent de pays et d'époques très différentes. Chacun de ces auteurs a sa propre version des événements, et il y a parfois des petites contradictions entre elles. Les sources les plus anciennes qui parlent de la conquête du Maghreb datent des années 850, c'est-à-dire 2 siècles après les faits. Pour vous donner une idée, un auteur de l'an 850 qui raconte la conquête du Maghreb, c'est comme si un auteur de 2019 racontait la conquête française de l'Algérie. Et là, ce sont les sources les plus anciennes, c'est-à-dire les plus proches des événements. Pour les sources classiques les plus tardives, les écrits datent parfois de 7 siècles après les événements. Et paradoxalement, ce sont les sources tardives qui sont les plus célèbres et les plus répandues, alors qu'elles ne sont pas forcément les plus fiables. Tous ces auteurs ont fait un travail remarquable, un travail de recherche et de compilation des sources. Mais voilà, les récits sont toujours un peu modifiés avec le temps. Et ça, ils y peuvent pas grand chose. Donc on ne manque pas de respect à leur travail, mais on doit quand même garder ça en tête quand on veut connaître la réalité des événements. Comme chaque auteur avait une version un peu différente, alors j'ai diversifié les sources. Pour écrire cet épisode, je me suis basé sur 6 grandes sources, 3 du 9e siècle et 3 plus tardives. Lorsque les versions se contredisent, j'essaie de privilégier la source la plus ancienne. Et lorsque certaines versions que j'estime fausses sont très célèbres, je vous les présenterai quand même et je vous expliquerai pourquoi je les trouve fausses. Je vous donnerai mon opinion et je vous laisse vous faire la vôtre. On pourra ensuite en discuter dans les commentaires. Voilà, donc certains passages de cet épisode risquent d'être un peu fastidieux, mais c'est une période fondatrice et donc c'est important d'être exhaustif. Et puis bon, c'est un épisode qui a été passionnant à écrire et j'espère qu'il sera aussi passionnant à suivre. Allez, je vous souhaite à tous un bon épisode. Au début du 7e siècle, l'Afrique du Nord est dans une situation instable. Une partie du territoire est sous domination romaine, ou plus précisément sous domination de l'Empire romain d'Orient, c'est-à-dire l'Empire byzantin. 2 siècles plus tôt, l'Empire romain d'Occident avait laissé place à des royaumes barbares. L'Empire romain d'Orient a reconquis les territoires qui étaient tombés aux mains des barbares. Les Byzantins ont repris l'Afrique, l'Italie et une partie du sud de l'Espagne. Et cette reconquête s'est avérée être un désastre. L'Empire était déjà en guerre contre les Perses à l'est, et la reconquête a ouvert des nouveaux fronts, à l'ouest. L'Empire va perdre une très grande partie des territoires qu'il a reconquis en Europe. Les Visigoths reprennent la majeure partie de l'Espagne, et les Lombards prennent une grande partie de l'Italie. L'Empire va garder le sud de l'Italie et une fine zone entre Rome et Ravenne. Et c'est cette fine zone qui donnera plus tard les États du pape. En Afrique, il y avait des révoltes quasi incessantes, et c'était difficile de gérer cette situation depuis Constantinople. En 590, l'Empire a créé l'exarcat de Carthage. L'exarcat est une province quasi autonome. Créer l'exarcat a permis de mieux gérer la province et donc de calmer les conflits. Et malgré ça, l'Empire avait quand même du mal à gérer les tribus berbères, qu'on appelait les tribus maures. Certains de ces maures avaient fondé des royaumes autonomes aux portes de l'Empire, et d'autres s'étaient même installés à l'intérieur des territoires de l'Empire. Le peuple africain romanisé, quant à lui, s'était affaibli sur le plan numérique et sur le plan culturel. Les Maures étaient devenus beaucoup plus nombreux, et ce, même dans les zones les plus romanisées. Il est important de bien comprendre la différence entre les Maures et les Africains romanisés, car ça va être fondamental pour comprendre la suite des événements. À cette époque-là, il y a 3 types d'habitants en Afrique du Nord. Les Romains, les Africains et les Maures. Les Romains sont les fonctionnaires byzantins. On les appelle Romains, mais ce sont des Grecs romanisés. Ils ont été envoyés par Constantinople pour gérer les provinces. Les 2 autres peuples, les Maures et les Africains, sont les peuples autochtones. Ils sont tous les 2 autochtones, mais ils se considèrent comme 2 peuples différents. Les Africains sont les anciens habitants des zones puniques. Ils ont été romanisés depuis maintenant plusieurs siècles, et ils se sont mélangés avec les colons romains qui avaient débarqué dans les premiers siècles de l'Afrique romaine. Ils habitent les villes et les zones périurbaines. Ils ont généralement des noms romains, et ils parlent une langue qui est une variété locale du latin, une langue romane d'Afrique qui était un mélange de latin et de punique. Cette langue a aujourd'hui disparu, mais elle s'est fondue dans l'arabe dialectal maghrébin. Religieusement,
Les Africains sont des chrétiens et ils sont adeptes du dogme officiel de l'Empire. Les Africains sont très au fait des controverses religieuses entre les courants chrétiens et ils ont généralement un avis très pointu sur la question. Politiquement, ils sont soumis à l'autorité romaine et ils respectent les institutions romaines. D'ailleurs, ils se considèrent même comme romains. Ce peuple africain avait eu ses heures de gloire au temps de la grandeur de Rome. Mais au début du 7e siècle, il était en plein déclin. Il a subi les persécutions vandales, puis a été une victime collatérale de la reconquête byzantine. Et il y a même de fortes chances qu'il eût été gravement touché par la peste de Justinien dans les années 640. Le peuple africain était en concurrence avec l'autre peuple autochtone, le peuple maure. Les Maures sont les véritables berbères. Ils parlent la langue berbère et ils ont gardé leur structure tribale. Religieusement, les Maures sont plus ou moins christianisés. Beaucoup sont chrétiens, surtout dans les régions de l'actuelle Tunisie, l'actuelle Algérie et la Tripolitaine. Mais ils ont un christianisme qui est teinté de coutumes païennes. Et d'autres sont complètement païens, en particulier ceux du désert et de l'actuel Maroc, qui ont très peu connu la romanisation. On l'a dit, les Maures ont gardé leur structure tribale. Chez eux, le pouvoir ne vient pas des institutions de la ville, mais des rapports de force entre les tribus. Et c'est ça qui fait leur force. C'est ce qui va leur permettre de survivre au déclin et à la chute des différents empires, et de garder leur culture à travers le temps. Les Africains et les Maures ont le même sang, si on peut se permettre cette expression. Mais ils se perçoivent comme deux peuples différents. Les Africains sont les sujets de l'Empire, les Maures sont ses concurrents. Les Africains partageront le destin de l'Empire et disparaîtront avec lui, et les Maures prendront le relais de l'Empire, quand celui-ci disparaîtra. L'opposition entre les Maures et les Africains est aussi une opposition entre citadins et ruraux. Le pouvoir de l'État vient des villes, car c'est là où sont les institutions. Donc la culture urbaine est dominante lorsque l'État est dominant. Quand l'État romain était fort, la culture des Africains romanisés était dominante. Mais quand l'État romain a décliné, la culture des Africains romanisés a décliné. Le pouvoir romain qui venait des villes perdait de sa force. Et le pouvoir venait de plus en plus des campagnes et des rapports de force entre tribus. Et comme la culture berbère vient des campagnes, alors elle va ressurgir et devenir la culture dominante. Et c'est fondamental de comprendre ça pour comprendre la culture très particulière du Maghreb. Au Maghreb, il y a toujours eu deux mondes. Un monde des villes et un monde des campagnes. Et ces deux mondes ont entraîné une double culture, et donc une double identité au peuple de la région. Berbère et phénicienne autrefois, berbère et romaine à l'heure où on parle, et berbère et arabe plus tard. Et bien justement, parlons-en des Arabes. À cette période-là de l'histoire, l'événement le plus déterminant pour le destin de notre pays aura lieu à des milliers de kilomètres de nos frontières. En 610, quelque part dans le désert d'Arabie, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam reçoit la révélation, et il va commencer à prêcher l'islam dans sa tribu. Muhammad est le membre d'une tribu arabe qui s'appelle la tribu de Quraysh. Les Quraysh habitent dans les environs de la Mecque, une cité commerciale dans laquelle passaient des caravanes qui allaient du Yémen au Levant. L'Arabie est une vaste région, avec un grand désert au centre, et des zones un peu plus urbanisées aux extrémités. Au sud, le Yémen, et au nord, le Levant et la Mésopotamie. Le monde arabe de cette époque est proche des deux empires, l'Empire romain et l'Empire perse. Et il y avait quelques influences culturelles. Il y avait des communautés chrétiennes, juives et zoroastriennes. Mais, dans le désert d'Arabie, la plupart des Arabes étaient polythéistes. La Mecque abrite la Kaaba, un monument qui a été construit autrefois par le prophète Abraham, Ibrahim alayhi salam, mais qui depuis quelques siècles est devenu un lieu de culte polythéiste. La tribu de Quraysh était une tribu guerrière et marchande. Elle était divisée en plusieurs branches, et ces branches-là étaient plus ou moins rivales. La branche à laquelle appartenait le prophète était la branche des Banu Hashim. Les Banu Hashim avaient le rôle de gardiens de la Kaaba. Ils n'étaient pas les dirigeants de la Mecque, mais ils étaient quand même respectés par les autres branches. Et le prophète grandit dans ce contexte. Il est orphelin de père et de mère. Il est élevé par son grand-père Abd al-Muttalib, puis par son oncle Abu Talib. En 610, à l'âge de 40 ans, il reçoit la visite de l'ange Gabriel qui lui révèle les premiers versets du Coran, l'existence du Dieu unique et sa mission de prophète. Et prêcher l'islam n'allait pas être une chose facile. La tribu de Quraysh était polythéiste, et les dirigeants de Quraysh lui en voulaient beaucoup de perturber leur religion. La Mecque abrite la Kaaba. Elle attirait des Arabes polythéistes de partout, et il ne fallait pas froisser leur religion. Donc, les leaders de la tribu de Quraysh ne voulaient pas entendre parler de monothéisme. Pendant les premières années, le nombre de musulmans est extrêmement bas. 5 ans après la révélation, les musulmans ne sont même pas une centaine. Le prophète doit son salut à la protection de son oncle, Abu Talib. Abu Talib était le leader des Banu Hashim, et il était respecté par tous les autres Quraysh. Par respect pour lui, les dirigeants de Quraysh ne voulaient pas tuer son neveu. Mais Abu Talib va mourir en 619. À partir de là, les temps vont devenir difficiles pour le prophète. Le leadership des Banu Hashim revient à son autre oncle, Abu Lahab. Et contrairement à Abu Talib, Abu Lahab ne supporte pas son neveu. Il le bannit du clan des Banu Hashim. Dans la société des Arabes de l'époque, bannir quelqu'un du clan,
signifiait que n'importe qui peut le tuer gratuitement, et que le clan ne demandera pas justice. Le prophète est donc à la merci du premier venu. Les quelques musulmans vont constituer une garde rapprochée autour du prophète pour assurer sa protection. Mais la Mecque devient vraiment trop dangereuse, et les musulmans vont chercher protection ailleurs. Ils sont accueillis par la ville de Yathrib. C'est la ville de Médine. Le voyage des musulmans à Médine est ce que l'on appelle la hijra, l'hégire. Et ça va être le point de départ du calendrier musulman, le calendrier hégirien. À Médine, les Mécois et les Médinois vont cohabiter. Les Mécois émigrés sont les muhajiroun, les voyageurs, et les Médinois sont les ansar, les protecteurs. Ensemble, ils vont former la Ummah, la communauté des croyants. Et c'est le premier micro-État musulman. Des batailles vont avoir lieu entre les Mécois musulmans émigrés à Médine et les Mécois polythéistes restés à la Mecque. 3 grandes batailles auront lieu entre 624 et 627. La bataille de Badr, la bataille de Uhud et la bataille du Fossé. La première est une victoire des musulmans, la seconde est une victoire des polythéistes, et la troisième était plutôt indécise. Les Mécois avaient tenté d'assiéger Médine, ils ont campé 20 jours devant la ville, mais ils n'ont pas réussi à la prendre et sont donc repartis. Suite à ça, une trêve est conclue entre les musulmans et les polythéistes. Les musulmans sont autorisés à revenir visiter la Mecque. Bon, ils n'ont toujours pas le droit d'accéder à la Kaaba, mais c'est un bon début. Pendant cette période de trêve, le nombre de musulmans va continuer à augmenter, et de nombreux Mécois se convertissent à l'islam. En 630, une des tribus alliées de Quraysh brise la trêve et agresse une tribu alliée des musulmans. Les musulmans sont cette fois suffisamment nombreux pour définitivement mettre fin au conflit. Quelques jours plus tard, une armée de musulmans marche sur la Mecque, pacifiquement. Pacifiquement, mais armés quand même, on sait jamais. Et les Quraysh ne résistent même pas, les musulmans récupèrent la Kaaba, et la Mecque devient le point de départ de l'expansion de l'islam. Les musulmans envoient des émissaires aux royaumes voisins pour les appeler à l'islam. Ils envoient des émissaires au Yémen, en Égypte, à Oman, en Syrie, à Bahreïn, en Abyssinie, mais aussi à l'Empire perse et à l'Empire romain. Et l'islam gagne rapidement tout le désert d'Arabie. Mais le prophète meurt subitement en 632, à l'âge de 63 ans. La mort du prophète a eu l'effet d'un séisme sur la communauté des musulmans. Le prophète incarnait l'unité religieuse, mais aussi politique et militaire de la Ummah. Sa disparition a laissé place à l'anarchie et aux anciennes rivalités tribales. Et de nombreuses personnes ont voulu avoir le commandement de la Ummah. Certains ont quitté l'islam et se sont constitués en groupes isolés, et d'autres se sont même autoproclamés nouveaux prophètes. La situation est anarchique. Et une poignée de proches du prophète va prendre la situation en main. Ils vont organiser un vote, en petit comité, pour désigner ce qu'on appelle le calife, c'est-à-dire le successeur du prophète. Et celui qui est désigné calife s'appelle Abu Bakr as-Siddiq, radiyallahu anhu. Abu Bakr est un compagnon très proche du prophète. Il a fait partie des tout premiers convertis. Il a été considéré par le comité comme l'un des plus à même de conserver l'unité de la Ummah. Abu Bakr a lancé les premières expéditions vers la Syrie et la Mésopotamie. Mais son califat est très court. Il meurt en août 634, 2 ans à peine après le début de son mandat. Un peu avant sa mort, Abu Bakr avait nommé son successeur, Omar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu. Omar est lui aussi un compagnon du prophète. Sa conversion a été un peu plus tardive que celle d'Abu Bakr, mais il a été un membre très actif de la communauté musulmane. Il avait une très forte personnalité et c'était un leader d'opinion dans la communauté. C'est par exemple lui qui a proposé la première élection pour le calife. Et il a été le bras droit d'Abu Bakr. Donc c'est tout naturellement que Abu Bakr l'a désigné comme successeur. Omar va faire évoluer l'État musulman. Il va consolider la structure politique de l'islam. Sous son mandat, le califat devient un véritable État qui gère des musulmans et des non-musulmans. Omar va par exemple généraliser le paiement de l'impôt et de la zakat. Il va faire de nombreuses réformes pour structurer l'État. Et il va aussi étendre le territoire du califat. C'est sous le califat de Omar que va vraiment commencer l'expansion de l'islam hors d'Arabie. Omar va s'attaquer à 2 empires en même temps, l'empire romain et l'empire perse. Ces 2 empires sont essoufflés par les guerres interminables qu'ils ont menées l'un contre l'autre, et ils vont tous les deux être submergés par les armées musulmanes. En 4 ans à peine, les armées musulmanes vont conquérir la Syrie, la Palestine et l'Irak, qui était une partie très importante de l'empire perse. L'empire perse a perdu sa capitale, Ctésiphon. C'est un empire à l'agonie, et il ne lui reste plus que quelques années à vivre. Les musulmans ont conquis l'Irak, qui appartenait à l'empire perse, et ils y ont fondé leur nouvelle capitale, Koufa. Quant à l'empire romain, il a perdu ses territoires en Syrie et en Palestine, et la Syrie deviendra une province très importante du califat. Et Omar y installe un personnage très particulier au poste de gouverneur. Il s'appelle Muawiyah ibn Abi Sufyan, du clan des Banu Umayya. Retenez bien son nom, on va en parler plus tard. On a dit que les musulmans ont pris la Syrie et la Palestine à l'empire romain, mais il y a une autre province romaine qui les intéresse. L'Égypte. L'Égypte est une province très peuplée et très importante pour l'empire romain. En 639, Omar envoie le général Amr ibn al-As conquérir l'Égypte. Amr ibn al-As mettra 2 ans à soumettre la province d'Égypte. Il prend Alexandrie, qui est la capitale de la province romaine, mais les Byzantins la récupèrent.
Alors Amr décide de fonder une nouvelle capitale en Égypte, Phostate, qui deviendra plus tard la ville du Caire. Et c'est à partir de cette ville de Phostate que se jouera le destin du Maghreb. Toutes les expéditions vers le Maghreb seront menées par le gouverneur d'Égypte. Amr ibn al-As va lancer des expéditions vers la Cyrénaïque et la Tripolitaine. Ces deux régions étaient très peu protégées par les Romains, et il réussit à les prendre facilement. Ce sont les premières incursions des musulmans dans le Maghreb. Là-bas vont avoir lieu les premières conversions, et les premiers Maghrébins à se convertir sont les Louata, les fameux Laguatanes du désert libyen qui s'étaient révoltés contre l'Empire byzantin. Le général Amr ibn al-As comptait entrer en Afrique et conquérir Carthage, mais le calife Omar lui a ordonné d'arrêter sa progression. Tout d'abord, il restait le bastion d'Alexandrie, qu'il fallait reprendre aux Romains. Mais surtout, le calife Omar ne voyait pas d'un bon œil une guerre en Afrique. Il existe un récit qui fait dire à Omar al-Ifriqiya Mufarriqa, une espèce de jeu de mots qui signifie l'Afrique est une source de division. Omar aurait dit, on ne devrait pas l'appeler Ifriqiya, l'Afrique, mais Mufarriqa, la diviseuse, car elle a l'habitude de trahir et de se faire trahir. On ne sait pas si ces paroles sont vraies ou non, mais elles peuvent s'expliquer par le contexte de l'époque. À cette époque-là, la province d'Afrique était en froid avec le reste de l'Empire, à tel point que le patrice de Carthage a refusé d'aider militairement la province d'Égypte pendant l'attaque des musulmans. Pour comprendre les raisons, il faut revenir quelques années en arrière. Depuis un siècle et demi, l'Empire romain était divisé sur des questions religieuses, sur la nature du Christ. Entre d'un côté, l'Église officielle, qui estimait que le Christ avait une double nature, une nature humaine et une nature divine, et de l'autre côté, l'Église monophysite, qui estimait que le Christ n'avait plus qu'une seule nature. L'Église monophysite était très répandue en Égypte, mais elle était farouchement combattue par les églises d'Occident, les églises d'Europe et d'Afrique. Les deux courants n'avaient pas trouvé de terrain d'entente et ils ont passé un siècle et demi dos à dos, et cette division affaiblissait l'Empire. Dans le courant de la décennie 610, c'est-à-dire en même temps que les débuts de l'islam, les autorités religieuses de Constantinople ont tenté de trouver un arrangement entre le dogme officiel et le dogme monophysite. Ils avaient besoin d'unifier l'Empire face aux menaces extérieures. Ils vont alors inventer ce qu'on appelle le monothélisme. Le monothélisme est un courant religieux qui donne raison à la fois à l'église officielle et à l'église monophysite. L'église officielle disait que le Christ possède deux natures, une nature humaine et une nature divine. Et l'église monophysite disait que le Christ n'avait plus qu'une seule nature. La nouvelle église monothéliste va dire que le Christ a deux natures, mais qu'il n'a qu'une seule volonté. Dit comme ça a l'air d'être une bonne idée pour réconcilier tout le monde. Mais absolument pas. Ça n'a fait que multiplier les problèmes. Au lieu d'avoir deux courants qui s'opposent, on en a maintenant trois. Ça va durer plusieurs décennies et créer le premier conflit entre l'église de Rome et celle de Constantinople. En 638, pendant que les musulmans se préparaient à attaquer l'Égypte, l'empereur avait sûrement besoin d'un soutien sans faille de la province d'Égypte, et il a proclamé le monothélisme dogme officiel de l'Empire. En Occident, c'est la stupéfaction. La province d'Afrique va se mettre en froid avec les autorités de l'Empire. Et à cette époque, les Arabes étaient en pleine conquête de l'Égypte. Dans un tel contexte, quand on voit que l'Empire romain est divisé, on comprend que le calife Omar préfère ne pas ouvrir un nouveau front en Afrique. Si l'ennemi est divisé, alors il vaut mieux attaquer chaque partie séparément. Amr ibn al-As est donc prié de laisser l'Afrique tranquille et de se concentrer sur l'Égypte. Mais ces opérations vont s'arrêter brusquement, à cause d'un événement inattendu. Un matin de novembre 644, pendant le mois du pèlerinage, le calife Omar est poignardé, en pleine prière. Il est assassiné. Le commanditaire de l'assassinat s'appelle Piruz Abu Lu'lu'a. C'est un Perse qui vivait à Médine. Ses motivations sont restées floues, on ne sait pas vraiment pourquoi il a tué Omar. Mais on suppose qu'il l'avait tué pour se venger de la conquête de la Perse. Ou du moins, c'est ce que les compagnons de Omar ont pensé. Ils ont pensé à un complot des Perses de Médine. Sur son lit de mort, Omar a demandé à réunir un comité de 6 personnes. 6 personnes qu'il estimait de confiance. Il leur a demandé de se réunir et de délibérer pour choisir parmi eux le futur calife. Et le nouveau calife que le comité a désigné s'appelle Uthman ibn Affan, radiyallahu anhu. Uthman est un membre des Banu Umayya, la branche la plus puissante des Quraysh. Les Banu Umayya avaient farouchement combattu le prophète à ses débuts. Mais pas Uthman. Uthman s'était converti assez tôt. Sous le mandat de Uthman, l'expansion de l'islam va continuer. En Perse, en Arménie, mais aussi, et c'est ce qui va nous intéresser, au Maghreb. À la mort de Omar, l'Égypte était conquise, mais il restait un bastion byzantin à Alexandrie. Amr ibn al-As avait poussé jusqu'à Tripoli, mais Omar lui a interdit d'aller plus loin. Uthman va retirer le gouvernorat d'Égypte à Amr ibn al-As, et il va nommer un de ses proches comme nouveau gouverneur d'Égypte. Abdallah ibn Sa'd. Abdallah ibn Sa'd va conquérir Alexandrie en 646 et finir la conquête de l'Égypte. Du côté romain, les tensions religieuses entre la province d'Afrique et le reste de l'Empire sont à leur comble. En 646, alors que les Byzantins demandaient une aide militaire à Carthage pour défendre Alexandrie, le patrice de Carthage a décidé de prendre son indépendance. Et il y a plusieurs manières d'interpréter ça. Est-ce que le patrice Grégoire s'est vraiment détaché de l'Empire pour des raisons religieuses?
Ou est-ce qu'il avait juste peur d'être le prochain sur la liste des provinces romaines à conquérir, et il s'est détaché en prétextant un différend religieux? Ou bien encore, est-ce qu'il s'est détaché pour des raisons fiscales? Lorsque l'Empire a perdu le Levant et l'Égypte, l'Afrique était devenue la dernière grande province à supporter l'effort de guerre. Le patrice a peut-être préféré arrêter de payer l'impôt et garder l'argent pour entretenir sa propre armée tout seul. Toujours est-il que c'était une stratégie perdante. Le calife Omar avait interdit de s'attaquer à l'Afrique, mais le nouveau calife Othman n'est pas de cet avis. Un an à peine après avoir conquis Alexandrie, Abdallah ibn Saad sera envoyé en Afrique byzantine. Il ne part qu'avec 20 000 hommes. Il ne comptait pas conquérir l'Afrique avec si peu d'hommes. Tout ce qu'il voulait, c'était prendre du butin pour financer une expédition plus nombreuse plus tard. Le patrice comprend qu'il est menacé. Il joue le tout pour le tout et il part à leur rencontre, accompagné de 70 000 hommes. Ça sera la bataille de Soufoutella. Les deux généraux, le patrice Grégoire et Abdallah ibn Saad, savent que la bataille de Soufoutella sera une bataille déterminante. Le patrice Grégoire promet à quiconque tuerait Abdallah ibn Saad 100 000 pièces d'argent et la main de sa fille. Abdallah ibn Saad, quant à lui, promet à quiconque tuerait Grégoire 100 000 pièces d'argent et la main de la fille de Grégoire. Et l'heureux futur mari de la fille de Grégoire est arabe. La bataille est un désastre pour les Byzantins. Ils étaient beaucoup plus nombreux, mais ils ont été pris au piège par des embuscades. Grégoire meurt au combat et l'armée byzantine est anéantie. La bataille de Soufoutella, entre les Arabes et les Byzantins, est la bataille la plus déterminante de toute l'histoire de la conquête. L'Afrique n'est pas conquise, mais elle est à la merci des Arabes. Et sa conquête n'est maintenant plus qu'une question de temps. La mort de Grégoire a entraîné une longue période de chaos en Afrique. Les Arabes mettent à sac la province. Ils pillent les villes, ils prennent du butin et ils partent avec un grand nombre d'esclaves. Au bout de 15 mois d'anarchie, un accord est conclu. Les Arabes repartent, mais un tribut annuel va leur être versé. L'Afrique n'est donc pas conquise, mais fortement affaiblie. Et elle revient à l'Empire. Et son indépendance aura duré 2 ans. Quand l'empereur récupère la province d'Afrique, il envoie un exarque un peu plus fidèle à l'Empire. Le patrice Gennadius. Gennadius est fidèle à l'Empire, mais il est aussi à la merci des Arabes. Il paye l'impôt à Constantinople, mais aussi le tribut aux musulmans d'Égypte. Et la pression fiscale devient encore plus forte sur les Africains. Mais l'Empire aura un peu de répit. Dans le monde musulman, une série d'événements va gravement troubler le califat et ralentir les conquêtes. Durant son mandat, Othman a fait de nombreux mécontents. Il a nommé des membres de sa famille un peu partout, et ces derniers étaient devenus très impopulaires. En Égypte, par exemple, Abdallah ibn Saad avait fortement augmenté le niveau des impôts, tout en augmentant sa fortune personnelle. Et malgré ça, Othman l'a maintenu à son poste. Ça a entraîné des mécontentements et le calife Othman s'est fait assassiner. À partir de là, le califat est en danger. Mais cette fois-ci, personne ne veut en prendre la tête. Le comité de nomination des califes cherche un homme qui pourrait être légitime aux yeux du peuple. Et un homme apparaît capable de jouer ce rôle. Ali ibn Abi Talib, radiyallahu anhu. Ali est le petit cousin du prophète. Il est le fils de Abu Talib, l'oncle qui avait protégé le prophète quand il était à la Mecque. Le prophète et Ali étaient très proches. Ils ont vécu dans la même maison et ils ont toujours eu une relation très forte. Ali était l'un des tout premiers musulmans. D'ailleurs, Ali avait des partisans de longue date. Des gens qui voyaient en lui le successeur légitime du prophète. Ce groupe de gens s'appelle Shi'at Ali, le groupe de Ali. En français, on les appelle les chiites. Le chiisme deviendra plus tard un mouvement religieux, mais à l'heure où on parle, ce n'est encore qu'un mouvement politique. Ali a pris ses fonctions de calife, et le premier problème qui s'est posé à lui est de savoir quel sort réserver aux assassins de Othman. Certaines personnes voulaient que Othman soit vengé dans le sang, et Ali préférait plutôt temporiser pour calmer les mécontentements. Des bruits ont commencé à courir et Ali s'est fait accuser de complicité avec les assassins. Et ça va entraîner le premier conflit armé entre musulmans. C'est ce qu'on appelle en islam la fitna. La première bataille aura lieu en 656. C'est la bataille du chameau. Ali arrive à la mater facilement et à écarter les rebelles. Mais l'année d'après, les choses deviennent beaucoup plus sérieuses. Un homme va entrer en scène. Le fameux Muawiyah ibn Abi Sufyan, le gouverneur de Syrie dont on avait parlé tout à l'heure. Muawiyah était de la branche des Banu Umayya. C'est le cousin de Othman. Il a décidé d'envoyer une armée contre Ali pour venger son cousin, et accessoirement pour devenir calife. La bataille entre Ali et Muawiyah aura lieu à Siffin, près de Raqqa, en Syrie. Et cette fois-ci, l'issue est plus indécise. Après une longue guerre d'opposition, les deux factions acceptent un semblant de traité de paix. En fait, ils vont demander à des gens, plus ou moins neutres, de faire un arbitrage entre Ali et Muawiyah, pour savoir à qui devait revenir le califat. Parmi les chiites, certains sont outrés que Ali accepte l'arbitrage. Ils vont se détacher de Ali et devenir ses plus grands ennemis. On appellera ces gens les Khawarij, c'est-à-dire ceux qui sont sortis du rang. En français, on les appelle les Kharijites. Et d'autres personnes vont rejoindre les Khawarij. Des gens qui étaient tout simplement contre la fitna et qui ne voulaient ni Ali ni Muawiyah. Les Khawarij vont s'opposer à Ali, à Muawiyah et à tous ceux qui ont pris part au conflit ou participé à l'arbitrage. En 661, ils vont tenter un triple assassinat. Ils vont tenter d'assassiner Ali, Muawiyah et Amr ibn al-As qui avaient organisé l'arbitrage.
et seul Ali sera tué. Les autres vont survivre. Quand Ali meurt, le siège du califat reste vide, et c'est Muawiyah qui prend sa place. Et Muawiyah va changer le fonctionnement du califat. On a vu que les 4 premiers califes avaient été élus par un comité de nomination, un comité qui se réunissait pour choisir la personne la plus apte à assumer ce mandat. À partir de Muawiyah, ça ne sera plus le cas. Muawiyah va tout simplement transmettre le califat à son fils. Ça va devenir un califat héréditaire. Muawiyah faisait partie de la famille des Banu Umayya, donc la dynastie qu'il va fonder va porter ce nom, les Banu Umayya. En français, on les appelle les Omeyyades. Avant d'être calife, Muawiyah était gouverneur de Damas. C'est donc tout naturellement qu'il transfère la capitale du califat dans sa ville, à Damas. Et Muawiyah va redémarrer l'expansion de l'islam. Il va attaquer l'empire byzantin sur 2 fronts, l'Anatolie et l'Afrique. En Égypte, Muawiyah va renommer son ami, Amr ibn al-As, au poste de gouverneur. Amr décidera de vraiment conquérir le Maghreb, et non plus de se contenter de prendre du butin et de percevoir un tribut. Et pour accomplir cette tâche, il enverra son neveu, Uqba ibn Nafa. Amr meurt 1 an après cette décision, mais Uqba continuera quand même. Et conquérir l'Afrique n'est pas une chose facile. Uqba va y aller méthodiquement. Il va avancer petit à petit et construire des bases avancées un peu partout pour asseoir sa présence et lancer des assauts. Avant d'entrer dans la province d'Afrique proprement dite, il fait des incursions dans le désert du Fezzan, le désert au sud de Tripoli. Il construit une base militaire à Radames et il cherche à rallier la population locale. En Anatolie par contre, les attaques des Arabes sont plus franches. L'empereur byzantin, Constant, se sent menacé et il fuit loin des Arabes. Il va s'installer en Sicile, à Syracuse. La Sicile, c'est loin de Damas, mais c'est très proche de Carthage. L'empereur va donc pouvoir solliciter plus facilement l'exarque de Carthage, le patrice Gennadius. L'empereur Constant demande à Gennadius de participer à l'effort de guerre encore plus qu'avant. C'est-à-dire, pour parler simplement, de donner plus d'argent pour défendre Constantinople. Sauf que cette fois-ci, Carthage est elle-même menacée par les incursions arabes, et Gennadius a besoin de son argent pour entretenir son armée et défendre sa province. Et en plus, le peuple d'Afrique est étouffé par les impôts. Rien ne va plus pour les Byzantins. L'empereur et l'exarque de Carthage sont en conflit ouvert. Gennadius refuse de payer l'impôt et il fait sécession avec l'Empire. Lui aussi va vouloir prendre son indépendance. Mais cette fois-ci, l'empereur ne lui laisse pas le temps. Il va envoyer un jeune général pour organiser une révolte militaire et déloger Gennadius. Et Gennadius va fuir à Damas, chez son pire ennemi, chez le calife Muawiyah. Gennadius va demander à Muawiyah la protection et une aide pour reprendre Carthage. Et il n'en fallait pas plus pour le calife. Muawiyah accepte, gentiment, et il envoie des troupes en Afrique. Il fait accompagner Gennadius par un général qui s'appelle Muawiyah ibn Hudayj. Mais manque de chance, Gennadius meurt sur la route. Bon, ce sont des choses qui arrivent. Et Ibn Hudayj va devoir continuer sans lui. Ibn Hudayj va attaquer les Byzantins en Byzacène. Ibn Hudayj réussit à prendre Hadroumet, et il construit un poste avancé, à Chouloulis. En 669, l'empereur Constant II est assassiné. Son fils Constantin monte sur le trône. Constantin va réduire l'impôt sur l'Afrique, pour laisser respirer les Africains. Mais les Arabes augmentent le montant de tribut qu'ils demandent à l'Afrique, et donc ça ne sert strictement à rien. D'ailleurs, les Arabes vont s'installer définitivement en Afrique. Uqba va entrer dans la Byzacène et fonder un camp qui deviendra sa capitale, Kairouan, la ville de Kairouan. Depuis Kairouan, Uqba va à la fois attaquer les bases militaires byzantines et envoyer des missionnaires un peu partout pour diffuser l'islam aux populations locales. Uqba va tenir une politique militaire assez dure envers les populations locales qui ne reconnaissent pas son autorité ou qui signent un traité de paix et qui changent d'avis. Pendant que Uqba gouvernait à Kairouan, le calife Muawiyah a nommé un nouveau gouverneur d'Égypte, Maslama ibn al-Mukhallad. Maslama va rappeler Uqba et envoyer un de ses proches à sa place en Afrique, Abu Muhajir Dinar. Abu Muhajir a une origine plutôt modeste. Il est l'ancien esclave de Maslama ibn al-Mukhallad. Les deux hommes s'entendent plutôt bien et Abu Muhajir est libéré. Il monte en grade et il finit général d'armée et gouverneur de province. Pas mal. En Afrique, Abu Muhajir et Uqba vont se brouiller. Uqba lui en veut d'avoir pris sa place. Abu Muhajir le fera enchaîner et l'enverra au calife. Abu Muhajir va tenir une politique différente de celle de Uqba. Il sera beaucoup plus conciliant avec les populations locales. Il y aura quelques batailles entre lui et les Byzantins, mais son mandat sera beaucoup plus pacifique. Aussi, Abu Muhajir est le premier à entrer dans le territoire de l'actuelle Algérie. Jusque-là, les Arabes s'étaient cantonnés à la Libye, puis à la Byzacène et à la région de Carthage. Abu Muhajir va pousser vers l'ouest. Selon certains historiens, il aurait été jusqu'à la région de Tlemcen. Mais ces récits sont tardifs. Et en réalité, nous ne sommes pas sûrs qu'il ait dépassé ces tifs. Ce que l'on sait par contre, c'est qu'il a fondé la première mosquée de Numidie, la mosquée de Mila. Sous son mandat, il y a eu des conversions de berbères de Numidie et probablement des alliances avec les tribus berbères.
Mais 5 ans après l'arrivée d'Abu Muhajir, des nouveaux événements vont perturber le califat. Le calife Muawiyah meurt, et son fils Yazid lui succède. Yazid est un personnage très dur, et c'est le moins qu'on puisse dire. Au début de son règne, il y a eu de grandes révoltes, car beaucoup n'acceptaient pas le principe du pouvoir héréditaire. Et Yazid a réprimé ces révoltes dans le sang. En Afrique, Yazid a révoqué Abu Muhajir et il a renommé Uqba à sa place. Et Uqba va retourner en Afrique avec un esprit revanchard. Il va prendre sa revanche sur Abu Muhajir et tenir une politique militaire très agressive. Uqba va combattre les Byzantins en Numidie, et les premiers combats ont lieu dans les Aurès. Les Aurès sont une chaîne de montagnes, ils sont habités par des tribus berbères, mais ils ont toujours abrité l'armée romaine. Les Byzantins y avaient construit de nombreuses forteresses. Uqba fera donc face à des coalitions de soldats byzantins et de tribus berbères. Au début, ces coalitions sont dirigées par des Byzantins, mais petit à petit, ce sont les Berbères qui prennent le commandement. La première bataille est la bataille de Baraï, et la coalition repousse Uqba. Mais Uqba va réussir à renverser la vapeur et à battre la coalition. Il décide de pousser vers l'ouest et il réalise une expédition légendaire. On dit qu'il est parti jusqu'à Tanger, qu'il aurait combattu les Byzantins là-bas, puis qu'il serait descendu dans le Souss, c'est-à-dire le sud du Maroc, jusqu'à l'Atlantique. Uqba aurait soumis tout le monde sur sa route avant de revenir un an plus tard à Biskra. Bon, ce récit fait partie de la légende d'Uqba, et tous les chroniqueurs en ont parlé, des plus récents jusqu'aux plus anciens. Mais c'est un récit qui est un peu invraisemblable. Si on en croit ce récit, Uqba aurait fait environ 5000 km dans un environnement hostile en un an à peine. Et en plus de ça, il n'a pas vraiment de détails à raconter. Dans les récits anciens, il n'y a aucun détail sur toute cette fantastique expédition. Et dans les récits tardifs, il y a des détails très poussés, mais avec des grosses incohérences. Certains auteurs modernes ont proposé une explication pour ça. Selon eux, ce récit est peut-être né d'une faute de retranscription dans les tout premiers manuscrits, entre la ville de Tanja et celle de Tobna, qui s'écrivent presque pareil en arabe. Tobna était une ville à la frontière entre l'ancienne Numidie et l'ancienne Mauritanie. De deux choses l'une. Soit les récits sont vrais, et Uqba serait vraiment parti jusqu'au Maroc, et ça signifierait qu'il y avait très peu de résistance. Soit les récits sont faux, et Uqba serait juste parti à Tobna, qui était la ville de résidence du duc d'Afrique, puis qu'il aurait tourné autour de l'actuelle Algérie centrale, avant de revenir un peu en arrière vers les Aurès. À titre personnel, je ne pense pas que Uqba ait vu l'Atlantique. Il faut savoir que parmi tous les généraux qui sont venus au Maghreb, Uqba est celui qui a laissé la plus grande descendance. Et en plus, c'est le fondateur de Kairouan. À l'heure des premières chroniques, c'est-à-dire dans les années 850, la famille de Uqba était une grande famille très influente au Maghreb. Et je pense qu'ils ont un petit peu exagéré les exploits de leur grand-père. C'est toujours un peu plus glorieux de dire que c'est lui qui a conquis tout le Maghreb. Quoi qu'il en soit, à son retour dans les Aurès, Uqba sera confronté à un personnage resté très célèbre, Koseila. Le personnage de Koseila a fait couler beaucoup d'encre. Beaucoup de choses se sont dites sur lui. À commencer par son prénom. Le nom de Koseila a été présenté uniquement en langue arabe. Il a été écrit avec les lettres Kef, Sin, Ya, Lem, Ta. Et donc il peut être prononcé Koseila ou Kassila ou Kousila. Certains pensent que la retranscription arabe est très différente du vrai prénom. Au début du XXe siècle, il y a une théorie développée par un auteur français qui s'appelle Charles-Emmanuel Dufour. Cette théorie dit que puisque Koseila était chrétien, il aurait dû avoir un prénom chrétien, et que donc son vrai prénom devait être quelque chose comme Cécilius. Et il y a une théorie très récente qui dit que le prénom Koseila n'est pas un prénom berbère, et que le vrai prénom serait Axel ou Axil. Ces deux hypothèses sont très répandues, et c'est d'ailleurs pour ça que j'en parle. Mais en réalité, ni l'une ni l'autre n'est vraisemblable. Koseila était décrit par les Arabes comme un berbère, et non pas comme un Africain ou un Romain. Il y avait des soldats romains dans son armée, mais ça reste un roi berbère. Dans le siècle précédent, les rois morts dont parlaient les auteurs grecs avaient tous des prénoms berbères. Aucun d'entre eux n'avait de prénom chrétien. On peut imaginer que les Arabes ont mal retranscrit des prénoms chrétiens, mais il n'y a aucune raison de penser que les Grecs aient mal retranscrit des prénoms chrétiens eux aussi. S'ils en avaient vu, ils auraient su les reconnaître. Les rois berbères avaient des prénoms berbères, et il n'y a aucune raison que Koseila fasse exception. Et quant à la thèse sur Exil, elle ne repose sur strictement rien de concret. À vrai dire, je ne sais même pas qui l'a présenté en premier. J'ai cherché, et les sources les plus anciennes que j'ai trouvées sont des blogs internet du début des années 2000, qui disaient que le vrai prénom de Koseila était Exil et que ça signifiait léopard ou guépard. Mais ils ne donnaient aucune source. Cette hypothèse est complètement farfelue. Koseila, c'est bel et bien un prénom berbère qui était connu de l'époque. Un siècle plus tôt, il y avait un roi qui s'appelait Cousina, c'est-à-dire quasiment le même prénom. Si les Grecs et les Arabes ont rencontré deux personnes qui portaient quasiment le même prénom, il n'y a aucune raison de penser que les Grecs et les Arabes se soient trompés de la même manière. Aujourd'hui, pour une raison que j'ignore, on lit ce nom de Exil partout, à tel point que c'est en train de devenir quasiment le prénom officiel du personnage. Mais voilà.
Si vous voyez ce nom de Exil et qu'on vous dit que c'est le vrai nom du personnage, sachez que la source c'est un blog internet des années 2000. Aucun historien n'a jamais écrit ce nom nulle part. Son vrai prénom c'est Koseila, ou à la limite Kusila ou Kassila. Mais ce n'est ni Cécilius ni Axel. Parlons de son origine maintenant. Il y a deux théories. Une qui dit qu'il vient de la région de Tlemcen, et l'autre qui dit qu'il vient de l'Est algérien. Les thèses qui affirment qu'il serait Tlemceni se basent sur les écrits tardifs. Des écrits qui disent que Orkba l'aurait rencontré dans la région de Tlemcen, et qu'ensuite Koseila se serait enfui vers Biskra. Mais les écrits des premiers chroniqueurs disent que Orkba l'aurait rencontré directement dans les Aurès. À titre personnel, je donne plus de crédit aux écrits anciens, car ils sont plus proches des événements. Et en plus, je pense que Orkba n'a jamais été à Tlemcen. Tout porte à croire que Koseila était un roi des Aurès, ou à la limite du Hodna. Le troisième grand débat concerne sa religion. Certains le décrivent comme un roi chrétien, et d'autres disent qu'il était polythéiste, puis qu'il s'est converti à l'islam du temps d'Abu Muhajar, avant d'apostasier du temps de Orkba. Il existe des récits qui disent que Orkba l'avait humilié et que donc Koseila a quitté l'islam et a combattu Orkba pour ça. Ce sont des histoires très célèbres et vous les avez peut-être déjà entendues. Mais là aussi, ce sont des histoires qui ne sont relatées que par les écrits tardifs et qui sont totalement absentes des écrits anciens. Dans les écrits anciens, Koseila était juste un roi chrétien, du début à la fin. Toutes les histoires autour de sa conversion à l'islam et de son apostasie ont l'air fausses. Par contre, tout laisse à croire que Koseila était resté pacifique du temps d'Abu Muhajar, car Abu Muhajar avait une politique plus diplomatique, et qu'il est entré en conflit avec Orkba, car Orkba avait une politique plus militaire et plus agressive. La bataille entre Orkba et Koseila aura lieu près de Biskra, et c'est Koseila qui sort vainqueur de la bataille. Orkba meurt au combat. Koseila va remonter vers le nord et marcher sur Kairouan. Il prend la ville et en fait la capitale d'un nouvel état. Et ce sera un état dans lequel cohabitent plus ou moins pacifiquement des Byzantins, des Berbères et des Arabes. Dans les années qui vont suivre, le calife Yazid va mourir. Ça va entraîner des grands troubles dans le califat et ça va laisser du répit à Koseila. La situation de l'empire omeyyade est au plus bas. Des guerres civiles ont lieu partout et la quasi-totalité des provinces échappe au contrôle du calife. En 685, le calife qui vient au pouvoir s'appelle Abdelmalik ibn Marwan. C'est un cousin éloigné de Yazid. Quand il accède au trône, le califat ne contrôle plus que la région de Syrie et de Palestine. Abdelmalik va devoir mater une grande rébellion dans le Hijaz, puis conquérir l'Égypte et l'Irak. Il faudra attendre 688 pour qu'il finisse de reconsolider son empire et envoyer des troupes en Afrique. Il envoie un général qui s'appelle Zuhair ben Qais, avec une armée d'Arabes et de Berbères libyens. Et Zuhair va battre Koseila. Il récupère Kairouan. Mais pendant ce temps, les Byzantins avaient repris la Cyrénaïque. Zuhair a donc dû repartir à la va-vite pour la reprendre, et il va mourir au combat. La situation est instable en Afrique. Les Arabes ont repris Kairouan, mais ils n'ont pas un contrôle très strict de la province. Le calife Abdelmalik va envoyer un autre général au Maghreb, Hassan ibn Nu'man. Hassan va débarquer avec une armée de 40 000 hommes. Il reprend la Cyrénaïque, puis va directement au nord de l'Afrique et prend Bizerte. En 698, l'empereur romain Léontius est renversé. Celui qui l'a renversé s'appelle Aspimar, c'est le chef de la marine byzantine. Aspimar sait que l'Afrique est impossible à défendre, alors il abandonne officiellement la province. Il garde quelques bastions près du détroit de Gibraltar, mais il lâche définitivement Carthage. Hassan va détruire Carthage. Les habitants sont livrés à eux-mêmes. La plupart d'entre eux fuient à Bizerte et à Hippone. Hassan va utiliser les ruines de Carthage et construire une nouvelle ville juste à côté, la ville de Tunis. Et c'est la triste fin de l'Afrique romaine. La fin de 850 ans d'histoire. L'Afrique avait accompagné l'Empire romain depuis ses débuts. Elle a eu un grand rôle pour l'Empire. Elle a fourni des personnages de premier plan. La culture romaine a totalement imprégné la culture africaine. Elle concernait la religion, la langue, l'architecture, l'agriculture, les loisirs et même l'identité. Les Africains étaient tellement influencés par la culture romaine qu'ils ont fini par se considérer eux-mêmes comme romains. La chute de l'Afrique romaine et l'arrivée des Arabes a provoqué la quasi-disparition des Africains romanisés. De la grande culture romano-africaine, rien ne restera. Rien, ou presque. Il y a certains domaines dans lesquels les Romains ont laissé leur empreinte. L'agriculture et l'urbanisation. En arrivant en Afrique, les Romains avaient mis en place des colonies agricoles. Souvenez-vous, c'était du temps de Jules César et de César Auguste. Ces colonies avaient servi de base pour organiser l'agriculture. Les Romains avaient découpé les parcelles de terrain. Et encore aujourd'hui, les cadastres qu'on utilise pour notre agriculture sont sur la base des anciennes colonies romaines. Aussi, le calendrier romain servit de calendrier agricole et jusqu'à aujourd'hui. Pendant des siècles, les paysans du Maghreb utilisaient le calendrier de Jules César pour organiser l'agriculture. D'ailleurs, la fête de Yennayer, qui a été rendue officielle en Algérie l'année dernière, vient de là. C'est le premier jour du calendrier de Jules César. Mais s'il y a un domaine dans lequel l'héritage romain a été considérable, c'est l'urbanisation.
Les Romains ont laissé des bâtisses et des monuments majestueux qui témoignent de leur passé. Mais ce n'est pas de ça qu'on parle. Ce dont on parle, c'est le réseau urbain. Les Romains n'ont pas bâti beaucoup de nouvelles villes. En venant en Afrique, ils se sont surtout installés dans les villes qui existaient déjà. Mais ils ont énormément développé ces villes. Ils les ont reliées entre elles par un réseau de routes et d'aqueducs. Ce réseau entre les villes a permis à la culture des villes de se développer et de se diffuser massivement. La culture des villes, c'est-à-dire la culture romaine, s'est diffusée grâce à ce réseau. Et c'est ça, le plus grand héritage de l'Afrique romaine. Le réseau urbain. Lorsqu'ils sont venus au Maghreb, les Arabes se sont installés dans les villes romaines. Et ils ont profité du réseau urbain, car c'est via ce réseau que s'est diffusée la culture arabe. Aussi paradoxal que ça puisse paraître, l'arabisation rapide du Maghreb est surtout due au réseau urbain qui a été développé par les Romains. En d'autres termes, le Maghreb s'est rapidement arabisé, car il était profondément romanisé. La victoire de Hassan ben Nu'man sur Carthage marque la fin officielle de l'Afrique romaine. Mais cela ne signifie pas que la province est entièrement conquise. Les Arabes auront affaire à une dernière poche de résistance. Et cette résistance sera cette fois-ci uniquement berbère. Et un personnage va émerger dans ce contexte. La Kahina. La Kahina est un personnage très particulier. Les femmes chefs de guerre sont très rares dans l'histoire de l'humanité, et la Kahina en fait partie. Mais qui est la Kahina? D'abord, son vrai nom n'est pas la Kahina, mais Dihiya. Le mot Kahina est son titre. Kahina signifie prêtresse. Elle était le chef de la tribu des Jarawa dans les Aurès. Elle avait un rôle militaire, mais aussi un rôle religieux. Certains pensent que le surnom Kahina lui a été donné par les Arabes. Mais pas vraiment. Il faut savoir que le titre de Kahin était un mot de la langue courante dans le langage punique ancien. Les Kohanim ont toujours eu un rôle dans la société punique de l'ancienne Carthage. Et comme on le sait, les cultures berbères et puniques se sont mélangées à force de cohabiter, surtout dans l'est du Maghreb. Les historiens n'étaient pas d'accord sur sa religion. Certains la présentent comme une juive et d'autres la présentent comme une chrétienne. Je ne pense pas qu'on puisse avoir de certitude là-dessus. Le christianisme était très répandu chez les berbères et il y a toujours eu des communautés juives. Donc tout est possible. Par contre, ce dont on peut être sûr, c'est qu'elle avait probablement une religion monothéiste mais teintée de coutumes païennes. Un peu comme l'islam maghrébin des campagnes d'il y a quelques siècles. Selon les chroniqueurs de l'époque, la Kahina avait des pouvoirs surnaturels. Elle pouvait lire l'avenir et deviner les pensées. Il s'agit en réalité des pouvoirs que les gens lui attribuaient. Un siècle plus tôt, les chroniqueurs byzantins disaient que les berbères consultaient des oracles pour prédire l'avenir avant d'engager des batailles. Et la Kahina était héritière de ces croyances-là. Et c'est d'ailleurs sûrement par ces croyances-là qu'elle a tiré sa légitimité pour mener les batailles. Et la première bataille entre la Kahina et les Arabes a eu lieu près de la forteresse de Bagaï. La Kahina a infligé une sévère défaite aux armées arabes. Hassan ben Nu'man a fui et il s'est replié en Cyrénaïque. Il est resté là-bas 5 ans et il a tissé des liens avec les tribus locales. La Kahina de son côté a fait fuir les Arabes. Elle a consolidé son pouvoir sur toutes les Fliria, c'est-à-dire sur l'ancienne province de Carthage, la Byzacène et la Numidie. La Kahina a fait de nombreux prisonniers parmi les Arabes. Si on en croit les récits, elle aurait adopté un des prisonniers, un certain Khalid ben Yazid. Khalid ben Yazid était un des lieutenants de Hassan ben Nu'man. Il aurait trahi la Kahina et profité de sa position pour livrer des informations stratégiques aux Arabes. Il se dit aussi que la Kahina était consciente que sa victoire n'était que de courte durée et que les Arabes reviendraient à la charge très vite, et que du coup elle a mené une politique de terre brûlée. Elle aurait ravagé les terres agricoles pour que les Arabes ne puissent pas s'en servir. Et cette politique lui aurait valu de devenir très impopulaire auprès des Berbères. Et de nombreux Berbères auraient rejoint Hassan pour chasser la Kahina. Bien sûr, toutes ces histoires doivent être mises au conditionnel, car on a du mal à démêler le vrai du faux. Tout ce qu'on sait, c'est que Hassan est revenu à la charge avec une armée d'Arabes et de Berbères libyens, et qu'il a battu la Kahina. La Kahina était la dernière grande résistante africaine. À sa mort, Hassan a réussi à pacifier la région de l'Efriqiya. Le reste du Maghreb sera pacifié par un autre homme, Moussa ben Nusayr. Moussa ben Nusayr débarque en Afrique en 705. Moussa a été envoyé pour conquérir et islamiser le reste du Maghreb. On n'a aucune information sur des guerres entre les Arabes et les Berbères dans le centre et l'ouest de l'actuelle Algérie. Tout ce qu'on sait, c'est que Moussa ben Nusayr est parti faire la guerre au dernier rescapé byzantin au nord de l'actuel Maroc, et qu'il a ensuite poussé vers le sud, en faisant face à une résistance assez faible. Le fait qu'on n'ait aucune information sur des guerres entre Moussa ben Nusayr et les Berbères du centre et de l'ouest algérien laisse planer le mystère. Et il y a plusieurs hypothèses. Soit ces guerres ont eu lieu, mais les chroniqueurs n'ont pas jugé utile de s'attarder là-dessus, soit des guerres ont eu lieu du temps de Orba, pendant son fameux périple, et ça signifierait que la région a été islamisée à l'époque de Orba, soit ces guerres n'ont jamais eu lieu, et toutes ces régions ont été islamisées de manière différente, peut-être un peu plus lentement. Et c'est cette hypothèse qui me paraît être la plus plausible.
D'abord car si des guerres avaient eu lieu, les chroniqueurs en auraient parlé, et que je ne crois pas au périple de Urbain. Et surtout car les Arabes semblaient être concentrés sur les guerres contre les Byzantins, et contre les Berbères alliés des Byzantins, comme Kosseila. C'est pour ça que Moussa a dû partir directement à Tanger, sans s'attarder sur les royaumes berbères. La plupart des batailles qui ont été relatées par les historiens ont eu lieu dans les zones contrôlées par les Byzantins, et quasiment jamais dans les royaumes berbères indépendants. Et justement, ces royaumes indépendants accueilleront plus tard les premières communautés musulmanes khawarij et chiites du Maghreb. Et on peut penser que si les communautés khawarij se sont fixées là, c'est que ces régions n'étaient pas vraiment contrôlées par le califat. Mais on verra ça plus tard. Revenons à Moussa ben Nusayr. Moussa a fini de conquérir le Maghreb. Il a pris Tanger, qui était la dernière grande ville byzantine, et Ceuta, qui était devenu un bastion wisigoth. Après avoir pris Ceuta, Moussa ben Nusayr ira combattre les Wisigoths sur leur terre, en Espagne. En 711, il va aller conquérir l'Espagne en compagnie d'un de ses plus célèbres lieutenants, Tariq ibn Ziyad. Tariq ibn Ziyad est un berbère, probablement issu de la tribu des Ulhassa, dans les Aurès. Il est le principal artisan de la conquête musulmane de l'Espagne. Il laissera d'ailleurs son nom au détroit entre l'Afrique et l'Europe. Le détroit qui s'appelait jusque-là les colonnes d'Hercule sera connu sous le nom de Jebel Tariq, la montagne de Tariq, Gibraltar. À partir du 8e siècle, le front entre l'islam et la chrétienté est en Espagne. Le destin des trois peuples qui vivaient en Afrique du Nord a été différent. Les Byzantins et les Africains ont disparu, et ils se sont fondus dans la nouvelle société arabe. Comme ils vivaient surtout autour des villes et que les Arabes se sont installés dans les villes, la culture romaine s'est vite fait remplacer par la culture arabe, et les anciens Africains romanisés sont devenus des Arabes. La culture berbère par contre a perduré. Puisque c'était une culture qui venait des zones rurales, et que les Arabes n'y étaient pas encore installés à cette époque, la culture berbère va vivre en parallèle à la culture arabe. Les Berbères ont gardé leur culture, ils ont gardé leur langue et leur structure tribale. La seule chose qui a changé est le fait qu'ils ont intériorisé l'islam. Ils l'ont d'ailleurs intériorisé de manière très rapide, et ils ont même participé à son expansion. Tariq ibn Ziyad est le symbole parfait de cette islamisation rapide des Berbères. Au moment où Tariq traversait le détroit, il existait toujours des communautés chrétiennes, juives et païennes au Maghreb, mais la quasi-totalité de l'Afrique du Nord était devenue fidèle à l'islam. Par contre, il existait des conflits avec le pouvoir du califat omeyyade, qui menait une politique injuste et parfois même raciste à l'égard des populations berbères. Et cette situation n'était pas acceptée par les Berbères. Les Berbères vont se détourner du califat omeyyade et adhérer à d'autres branches de l'islam, des branches qui sont contre le califat, le kharijisme. Les Berbères vont se révolter et former de véritables royaumes musulmans indépendants. Mais on verra tout ça au prochain épisode. Voilà, c'est la fin de cet épisode. C'était un épisode très long et je vous remercie beaucoup de l'avoir suivi. J'espère qu'il vous a plu. Je vous laisse en description les sources que j'ai utilisées pour l'écrire et je vous invite à apporter vos remarques en commentaire. Je pense qu'il pourrait y avoir des discussions très intéressantes. Voilà, je vous dis au revoir et je vous donne rendez-vous au prochain épisode. Un épisode d'un peu plus court cette fois-ci, et on parlera des premières révoltes berbères, du califat abbasside et des premiers royaumes indépendants.